Et mesdames, messieurs, bien le bonjour, ravi de vous retrouver, excellent réveil, excellente matinée, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale, bienvenue chez vous. Alors on va suivre ensemble un numéro spécial, celui de ce samedi 31 mars, avec l'ensemble de l'équipe de la matinale, et ce matin on reçoit un maximum d'invités. On va d'abord commencer par l'équipe du samedi, Hakim Keshroud avec ses sports, les résultats et les rendez-vous de ce week-end qui se poursuivent. Maya Amrani, qui elle aussi est là comme tous les samedis matins, avec elle Dalila Ouali. Elle est médecin, on va parler de la mésothérapie. Avec d'autres invités cette fois-ci, nous allons parler de la préparation de la saison estivale. Ça va se passer avec celle qui représente aujourd'hui le HTT, Hôtellerie Thermalisme Tourisme. Il s'agit de Leila Cherfi, elle est responsable du partenariat et de la communication du groupe Hôtelier Tourisme, Hôtellerie Tourisme et Thermalisme. Alors il s'agit aujourd'hui de la préparation de la saison estivale, les nouvelles structures balnéaires aussi, on en parle ce matin avec elle. D'autres invités seront avec nous. Fethi Messar, il ouvre le bal d'ailleurs dans quelques instants. C'est lui notre premier invité. Il est directeur général de l'ONL, c'est l'Office national interprofessionnel du lait. On va parler de la filière du lait, les raisons d'une crise également, avec un reportage de Soumaïa Zerouali. Et on enchaînera juste après avec une autre thématique, cette fois-ci avec deux autres invités de l'Agence nationale du changement climatique, avec le directeur général de l'Agence nationale et un chef de département relations extérieures au Centre du développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, retour sur le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables qui s'est déroulé du 26 au 28 mars dernier à la SAFEX. On en parle ce matin avec nos invités. Ce sera l'occasion de découvrir un peu toutes ces thématiques. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. Là, sans plus tarder, on fait quoi ? On prend les. J'adore, on me dit la météo, et je sais, chaque fois, il faut changer juste la manière avec laquelle tu la présentes. On va prendre la température. Bah oui, température, et on va voir un peu comment ça se passe du côté du ciel. Ça se passe avec Ferry El Chir ce matin. Allons-y. Météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour à toutes et à tous, excellent réveil. Eh bien aujourd'hui le temps sera voilé vers la partie sud, peu nuageux vers l'ouest et le centre. L'amélioration est prévue à partir de l'après-midi. On attend encore quelques faibles pluies cette journée près des côtes ouest et centre. Puis le soleil réapparaîtra à partir de l'après-midi. À l'est, le temps restera variable et puis les nuages seront moins denses en fin de journée. À signaler un temps venteux, des vents atteignant parfois les 50 km/h près des côtes ouest et centre. Sur la partie sud, le temps sera donc souvent voilé à l'extrême sud, le Hogar, le Tassili, avec des orages vers le sud de la wilaya de Hadar. On passe aux températures prévues pour cet après-midi. Eh bien, on attend 18 degrés à Alger, à Tlemcen, à Chlef, 19 pour Oran, 16 de Betna vers Dulfa jusqu'à Al Bayod, 19 aussi pour la wilaya de Sétif, 22 à Galma, à Nabas, Kikda, 26 à Biskra, 27 à Béchar, 33 à Tindouf, entre 33 et 35 au Sahara central et enfin un maximum de 37 degrés pour l'extrême sud. Aujourd'hui en Europe, le temps sera généralement couvert vers l'est. Des températures de saison en baisse par endroits avec 3 degrés à Copenhague, 8 à Prague, 6 à Berlin, 11 à Varsovie, 16 sous un temps couvert et pluvieux à Budapest, 17 à Bucarest, 18 à Athènes, 17 aussi à Rome, 9 à Berne, 12 à Paris, 7 à Londres, 8 à Dublin, 16 à Lisbonne et enfin 12 degrés à Bordeaux. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h08. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.dz. Merci pour votre attention. Excellente matinée encore une fois. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, la météo, prochain rendez-vous, ce sera effectivement à midi. N'hésitez pas à nous écrire sur hashtag la matinale DZ, sur @mahrezrabia, Facebook, Instagram, Twitter, ou sinon vous avez la page de Canal Algérie. Alors ce matin, dans quelques instants, on va parler du lait, la crise du lait, avec le directeur général de l'ONIL, l'Office national interprofessionnel du lait. Il s'agit de Fethi Messar qui sera là dans quelques minutes. Mais juste avant, un peu de musique, c'est la tradition. Abdelmajid Miskout, allons-y. يا زرقت العيون مزغنا يا مدينة الفنون مزغنا يا
تلمدون مزغنا انا نهواك من صغري للقبري في صدري انت البهجة مزغنا تمنيتها من قبالي قبل ما نلبس الكفان نشوف زرقة الجلي هيا وانا فرحان لابسه البيض ظلالي مرمى من بعد تبان هكذا كانت بهالبالي راه التاريخ تبيان انطق يا تاريخ الغالي وحدتنا على البنا يا زرقة العيون مزغنا يا مدينة الفنون مزغنا صدري انت البهجة مزغنا اليابسة تلقح تفتح وتميل تذهب المرة وقارصة اسمنا صافي جميل وتفيق العين الناعسة الرخدة نهار وليل بتطرد جميع النجسة بالغيرة دون تعطيل صح تمنيت القلوب العابسة تسكن فيهم المحنة يا زرقة العيون مزغنا يا مدينة الفنون مزغنا يا ليلة المدن مزغنا أنا نهواك من صغري للكبري في صدري انت البهجة مزغنا préfère que les autres. Premier ministre l'annonce, moi je vais... Très bien, on va en parler ce matin si vous le permettez. Ce matin, notre invité sur le plateau, c'est Fethi Messar. Bonjour à vous. Bonjour. Vous aimez un peu la musique chabi ou pas? Oui, bien sûr. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup même. Abdelmajid Meskoud à l'instant sur Canal. Allez, ce matin, on se retrouve en ce samedi 31 mars avec le directeur général de l'ONIL. C'est l'Office national interprofessionnel du lait. Monsieur Fethi Messar, on va commencer simplement et directement avec le lait. Connaît-il une crise aujourd'hui en Algérie? Merci pour cette invitation, mais pour moi, cette crise, elle n'est pas réellement une crise, dans la mesure où les quantités que l'Office attribue aux laiteries pour la production du lait, subventionné de 25 dinars, est la même quantité depuis plus d'une année. Et cette crise, on l'a vu que ces 3 derniers mois. Donc moi, je me pose une question. Comment ça se fait que hier, j'avais pas de crise, le lendemain, je me trouve avec des difficultés de l'approvisionnement de la population? Cela explique qu'il y a un problème qui n'a rien à voir avec l'approvisionnement lui-même, mais que c'est un autre problème plus important. Et je dirais que le problème se situe à 2 niveaux. L'un, au niveau de la production en elle-même, ça veut dire au niveau des laiteries. Ouais. Et le deuxième, c'est le dysfonctionnement total de la chaîne de distribution. Surtout dans quelques villes, c'est pas partout aussi. Hein. Cette crise qu'on la voit, c'est surtout dans l'Algérois et quelques régions. C'est pas partout. Là où on va, on a toutes les
les informations à notre niveau. Cette crise, surtout l'Algérois et quelques poches à Alger. C'est pas, quand je dis l'Algérois, c'est le grand Alger avec toute la Métija peut-être. Voilà, mais, Alors, je ne sais pas si vous le savez, j'imagine que oui, vous êtes un professionnel du secteur du lait et que vous connaissez bien le domaine. Nous avons, pour certains et aux yeux de certains, fait un bond en arrière de 20 ans. Ça nous rappelle les années 90, quand en pleine période de terrorisme, nous étions obligés de sortir à 5 heures, voire 6 heures du matin, ou quelquefois même plus tôt, pour aller acheter le lait, pour faire la queue pour acheter le lait. Aujourd'hui, vous avez même des images qui ont été partagées et dans la presse, et sur des chaînes de télévision, sur les écrans de télévision, mais également sur les réseaux sociaux, surtout, où ça a véhiculé le maximum de bruit sur ces queues interminables qui s'organisent dans plusieurs quartiers, comme vous l'avez dit, peut-être des poches, peut-être des communes, mais en tout cas des centaines de personnes faisant la queue pour acheter le lait. Est-ce normal pour vous en 2018 ? Non, c'est pas normal du tout, dans la mesure où, en principe, un sachet de lait est disponible chaque matin pour toute la population et dans toutes les régions. Je prends, par exemple, nous, on a une convention avec les literies et les distributeurs. On leur donne exactement les quantités à produire et les distributeurs les quantités à distribuer par quartier. Donc, ce qui fait, théoriquement, tout doit aller dans la normalité des choses. Ces 3 derniers mois, je dis à partir peut-être octobre, novembre, ça commence à devenir récurrent. De quoi s'agit-il? Eh bien... Y a-t-il une explication réelle? Il y a une explication. Oui. L'explication, c'est quelques literies qui, je le dis carrément, je vais choquer des gens, ils détournent la poudre de lait subventionnée pour d'autres utilisations. La deuxième, c'est que les distributeurs, et je parle pas, c'est pas l'ensemble des distributeurs, quelques distributeurs, et parfois ils sont très importants, ils se sont accaparés des réseaux de distribution, ils font le beau et le mauvais temps, c'est eux qui décident des créneaux, et je sais pas si vous voyez sur les réseaux sociaux comment les camions se garent et ils distribuent le lait de sachet à des petits camions qui, eux, les distribuent encore alors qu'ils n'ont aucun droit. Ça veut dire qu'ils ne sont pas conventionnés avec les literies. Et là, ils ne vont pas le vendre à 23 dinars 10. Attends, eux, ils le vendent à 24 10 pour que le détaillant le vende à 27 dinars. Oui. Donc, ils ne le vendent pas. Et en plus, les cafetiers, on les voit, les cafetiers n'ont pas de crise. Ils ont dit... Ça, c'est vrai. Ils ont directement leur quota. Ils ne l'achètent pas à 24,10 aussi. Je suis sûr et certain qu'ils se vendent à 28, 29 et 30 dinars. Donc chacun se retrouve. Celui qui ne se retrouve pas, c'est l'État, c'est le trésor public et le citoyen. Le simple citoyen qui ne trouve pas son petit sachet. Mais nous, on a pris toutes les dispositions. L'État algérien a pris toutes les dispositions pour qu'on arrête définitivement cette situation. Une information a circulé il y a une semaine, comme quoi l'État, effectivement, enfin le gouvernement et les instances concernées ont réagi et plusieurs entreprises auraient été stoppées dans l'activité. C'est moi-même qui ai décidé d'arrêter. J'ai arrêté 4, sur instruction de monsieur le ministre, 4 literies. On ne les a pas arrêtés, on leur a arrêté de l'approvisionnement en poudre de lait subventionné. Oui. Il y a 4 literies, il y a d'autres qui vont venir. Attends, on a des inspections, on a prouvé par A plus B que c'est des literies qui détournent réellement la poudre de lait. Et on va sévir. Pour ça, on doit sévir. C'est anormal que le lait destiné à la population, on le trouve utilisé ailleurs, dans des sphères spéculatives. Cette poudre de lait, vous voulez dire qu'on la retrouve aussi aujourd'hui, cette poudre de lait subventionnée par l'État, on la retrouve dans des produits laitiers? Oui, effectivement, on l'a trouvé. On l'a trouvé nous-mêmes quand nos inspections... Non, nos inspections, on inspecte les literies et on vérifie si elles utilisent cette poudre de lait à la production du LPC seulement. On a trouvé, non, qu'elles l'utilisent pour autre... Il y a des détournements parfois à grande échelle. Ça veut dire que c'est des literies qui ne mettent même plus de gants.
Donc c'est pratiquement à ciel ouvert et on a sévi et on va sévir encore. Les pouvoirs publics ne vont pas se laisser les faire comme ça. Et c'est pour un produit stratégique qui est très très important pour le simple des citoyens. À 25 dinars, mais malheureusement aussi, moi je dis que la population ne nous aide pas un peu. Pourquoi ils achètent à 35 dinars? Vous encouragez, alors je vais vous dire, hein, vous savez que la société aujourd'hui s'organise, la population, comme vous le dites. Oui. J'imagine que vous avez entendu parler, tout comme moi et tout comme beaucoup, de l'opération de boycott de l'achat de véhicules. Vous voulez dire qu'on devrait faire la même chose pour le lait? Non, c'est pas la même chose. Oui. Ça veut dire... Ce serait plus efficace sur le lait, hein, je vous le dis. Le lait, c'est du lait subventionné, l'État ne gagne rien. Au contraire, et la population ne gagne rien. Non, c'est-à-dire pour lutter contre les fraudeurs, non pas contre celui qui subventionne. Et ça les arrange, ces fraudeurs-là. Ils vont l'utiliser pour le ben Nora et pour les produits laitiers, et c'est pour beaucoup plus cher. C'est ça. Ils le vendent beaucoup plus cher, ça les arrange. Ouais. Si vous n'achetez pas le lait, qu'est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont le changer, le transformer les produits caillés avec le ben et l'autre, ou bien ils le vendent aux cafetiers, ouais. Et en plus les crèmeries. Donc tout le monde, ça les arrange, au contraire. Non, c'est pas la solution. La solution, c'est que la population dénonce. Elle dénonce ces gens-là. Il y a les services de sécurité, elle le dénonce. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ça devient du... bon, je ne dis pas du pénal, mais ça peut arriver au pénal dans la mesure où on enlève un produit subventionné et on se fait de l'argent, beaucoup d'argent à travers ce produit-là. Vous avouez aujourd'hui votre impuissance face à ces réseaux... Impuissance? Oui. Non. L'État n'a jamais été impuissant, il va sévir. Il sévira, vous allez le voir. Parce que aujourd'hui, il y a inquiétude auprès de la population. Je pense que vous le savez, nous allons voir un reportage dans quelques instants où, je ne dirais pas qu'on est arrivé à un stade de ras-le-bol, mais où il y a inquiétude de la part de la population, de ceux qui n'ont pas les moyens non plus d'aller s'offrir des boîtes de lait à 70, à 90 dinars. Parce que ça fait le bonheur aussi d'autres opérateurs privés qui, eux, sont dans la légalité, parce qu'eux ne sont pas touchés par cette poudre subventionnée. C'est cela. Non, moi, je rassure la population. Au contraire, l'État a pris les dispositions nécessaires, premièrement, pour assurer une quantité, je dis bien une quantité suffisante pour les mois à venir et le Ramadan. Et les pouvoirs publics ont pris la décision de revoir les quantités vers la hausse pour atténuer au maximum cette crise et en même temps lutter contre ces spéculateurs. On ne va pas rajouter son lutte. Et on a besoin de la population pour nous aider. Il va y avoir une augmentation très conséquente, importante de la poudre de lait pour augmenter les quantités mettre une quantité supplémentaire assez importante sur le marché pour éviter tout ça. Le lait, on sait que c'est un produit très très important pour tous les jours. Donc impossible de... Et l'État m'a donné tous les moyens financiers pour faire tous les achats nécessaires. En plus, on a toutes les quantités nécessaires en stock jusqu'à la fin de l'année. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. On rassure la population et on va atténuer cette crise. Et c'est pas seulement l'atténuer, on va la bannir. En même temps, en prenant des dispositions nécessaires contre ces literies et ces distributeurs qui peuvent être complètement éliminés de la sphère. On y revient dans quelques instants. On reviendra effectivement sur la cartographie de crise, si crise il y a réellement ou pas. Mais ça, ce sera juste après ce reportage. La filière du lait, les raisons d'une crise. Soumaïa Zerouali. Mettre en œuvre l'objectif d'autosuffisance en ce qui concerne la filière lait, c'est l'objectif tracé par les pouvoirs publics. Pourtant, et en dépit des progrès réalisés au cours de ces dernières années, la filière lait demeure confrontée à certaines contraintes qui entravent encore son bon développement. Il faut retenir que les besoins annuels du pays en lait sont de l'ordre de 4,5 milliards à 5 milliards de litres, soit un taux de consommation de 115 litres par an. Près de 50% de ces besoins étant importés, l'Algérie produit 3,6 milliards de litres, dont 2,7 milliards de litres de lait cru. Une étude sur les prévisions et les tendances de production de la filière lait réalisée par le Bureau national d'études sur le développement rural présentée en 2016 indique que la poudre de lait importée pour les besoins de production de lait et produits dérivés est classée parmi les contraintes majeures au développement de la filière. Le problème dans la distribution, on n'a aucun problème. Je te donne un cas, tous distributeurs au niveau national, ils sont en train de faire des feuilles de route.
au niveau est et ouest, la literie, la dernière literie, a la moyenne de 200 000 par jour. 200 000 litres. Mais nous, à la capitale, c'est 420 000 litres. Par rapport à 600 000, ça fait le manque de 200 000. Le problème provient de l'ONIL, avec ce manque en matière de poudre. Seuls 33 tonnes, soit 10 000 sachets de lait sont produits à Tébessa par jour, ce qui est loin de couvrir les besoins de la wilaya. Il y a 4 ans que ce problème récurrent existe. J'ai frappé à toutes les portes, mais en vain. Il y a une défaillance de 200 000 litres jour. La literie de Bir Khadem, la moyenne de 600 000. Donc, il y a une défaillance de 420 000, une différence de 200 000 litres jour. Aujourd'hui, au siège de l'Union générale des commerçants et artisans algériens à Alger, Salah Souilah, président de l'UGCAA, revient sur les préoccupations des commerçants quant à la question de la distribution de lait en marge de cette rencontre organisée dans le but de créer la Fédération nationale des distributeurs de lait. Après la création de la fédération, on va faire des propositions, on va faire des contacts avec le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce, le directeur du commerce au niveau de la wilaya d'Alger. Dans les rues d'Alger, les avis convergent sur le manque en matière de distribution de lait. On se lève de bonne heure juste pour obtenir du lait. Pourtant, même à 5 heures du matin, on n'en trouve pas. Tous ces magasins autrefois vendaient du lait, mais plus maintenant. Seul cet épicier en vend encore. L'Algérie, qui importe en moyenne 350 000 tonnes de poudre de lait par an, dont 50% sont importées par l'ONIL pour être redistribuées aux laiteries sous forme de quotas subventionnés dans le but de produire du lait pasteurisé en sachet, vise à développer une stratégie de substitution aux importations dans le domaine du lait et d'encouragement de la production nationale. Un reportage signé Soumaïa Zerouali, première réaction, Fethi Messa. Non, mais merci pour ce reportage. Elle a essayé quand même de cerner l'ensemble de la crise. Effectivement, elle a parlé d'Alger. En fin de compte, c'est surtout le. Ah, vous l'avez dit dès le départ. Hein, vous avez dit c'est Alger qui est la plus touchée par cette crise. Le gouvernement et le pouvoir public ont pris toutes les dispositions pour régler définitivement ce problème de distribution. Oui. Et de produire. Et on va donner le maximum au groupe Gipley. Donc il a deux grandes literies à Boudoué et à Colétal qui elles seules peuvent arriver jusqu'à 1 million de litres jour. Oui. 1 million de litres jour, c'est largement suffisant pour couvrir les besoins du Grand Alger. Gipley, c'est un groupe public? Un groupe public. Oui. C'est un groupe public qui produit du lait LPC, donc on va lui donner le maximum. Alors, certains distributeurs étaient en train d'expliquer, alors j'aimerais bien que vous reveniez dessus, parce que c'est une question quand même importante. Manque de poudre de lait, vrai ou faux? Faux. Oui, certains disaient chaque année nous avions droit à 600 000, je ne sais même plus comment ça se calcule. 600 000 litres pour 600 000 litres, cette année il nous manque 100 000 litres sur le premier trimestre. Moi je vais vous dire une chose. Depuis 2011, l'ONIL approvisionne les literies publiques et privées à hauteur, on a commencé à, je me rappelle, 145 000 tonnes. Oui. Maintenant on est à 175 000 tonnes. En 2011, 145 000. Maintenant, on vend aux literies privées et publiques 175 000 tonnes, ce qui fait qu'il y a une évolution de l'approvisionnement des literies. Donc, il n'y a pas un manque de poudre, c'est pas vrai. Oui. Toutes les literies, on a réajusté pour quelques literies privées. Quand on trouve, par exemple, une literie, elle a un rayon de distribution bien défini, on trouve sur le terrain qu'elle n'approvisionne pas comme il faut. On élimine cette literie, on donne le quota à une autre literie qui la prend en charge. Pour eux, ils disent voilà qu'ils ont diminué. Alger, elle est approvisionnée par 12 literies. Oui. 2 literies publiques et 10 literies privées. 12 literies qui approvisionnent Alger, chaque Alger Ouest, Alger Est, le centre. Donc pratiquement, elle est quadrillée. Mais moi, je ne sais pas comment, du jour au lendemain, je le répète, avec les mêmes quantités que Colétal a eu beaucoup plus. On lui a donné 30% de supplémentaire. Boudouab, c'est la même chose, c'est 2 literies publiques. Et il me dit qu'on a réduit, c'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai, moi j'ai les chiffres, j'ai reçu même
l'association des consommateurs algériens, Monsieur Zerdi, voilà. Oui. Et on lui a montré, il a vu que c'est pas vrai, c'est pas l'ONIL qui a réduit, les quantités sont là, ils sont distribuées. Il a compris maintenant que le problème est ailleurs. Il y a une mafia du lait aujourd'hui? Pardon? Il y a une mafia du lait aujourd'hui? Bon, mafia, c'est un mot un peu... C'est un mot puissant, mais c'est un... Oui, mais je vais Puissant, vous dire... non, moi, si- je dis qu'il y je a vais des... vous dire à quel moment on peut parler de mafia. Si toutes les conditions sont réunies pour qu'un système de distribution, pour qu'un produit voit le jour, si toutes les conditions sont réunies pour offrir les meilleures conditions à une personne pour se développer ou autre, et qu'une autre personne, une autre entité qui ne fait pas partie de ce même circuit intervient pour en profiter, à ce moment-là, on peut parler de mafia. Et je veux dire, à ce moment, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier à dire la même chose. Et je pense que vous l'avez lu sur les réseaux sociaux, vous l'avez lu dans la presse, vous l'avez écouté sûrement sur d'autres chaînes de télévision. Alors la question, elle se pose. Y a-t-il des gens qui profitent du lait subventionné, de la poudre de lait subventionnée qui est... Bien sûr. Oui. Il y a des gens qui profitent. Alors maintenant, si vous voulez les appeler les bons enfants du lait... Au niveau de la distribution, il y a des gens qui profitent. Donc, quand au milieu, le camion frigorifique du lait, sa destination, c'est d'alimenter les détaillants. Ouais. Au milieu, il donne 60 ou 50% à d'autres. Donc, ce qui fait un maillon au milieu qui vient comme parasite. Moi, je dis des parasitaires qui cherchent le gain facile. C'est ça. Au détriment de la population. C'est tout. Bon, la mafia, c'est un mot trop fort pour ces gens-là. On va régler leur compte facilement. Oui. Parce que vous avez quand même des gens la qui population doit nous aider. Oui, mais vous avez quand même des personnes qui obligent des personnes âgées, comme on l'a vu dans ce reportage, à se réveiller à 4h30 du matin pour aller... Il se réveille, il fait sa prière et il Mais achète. c'est quand même triste que le lait devienne une préoccupation. Non, alors que le lait, ça fait 4-5 mois de ça, Ouais, il se livre le matin et l'après-midi, le soir. C'est ça. Maintenant, l'après-midi, on ne le trouve plus, c'est anormal. Oui. J'ai des laiteries qui sont correctes. Elles ont épinglé des distributeurs, ils les ont trouvés, ils lui donnent le lait à 14h, 15h pour le distribuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il le garde jusqu'à 18h, 19h, ils le vend le soir à des prix, on n'en parle pas. C'est lui-même, c'est cette laiterie qui les a. Donc je dis que c'est pas toutes les laiteries il y a des laiteries qui font leur travail correctement. Il y a des distributeurs qui font, beaucoup de distributeurs, la plupart qui font leur travail normalement aussi. Attention. Mais quand le dysfonctionnement peut venir d'une petite minorité. J-48 pour être précis de Ramadan, si tout va bien. Après, on va avoir droit à la nuit de suspense ou de faux suspense, mais pour le Ramadan, quel est le message que vous souhaiteriez passer avec l'ensemble des personnes qui nous regardent? Moi, le simple simple message, c'est que je dis à toute la population que le gouvernement, les pouvoirs publics, l'ONIL ont pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer un approvisionnement régulier et en quantité suffisante. En quantité suffisante, on va augmenter les capacités des laiteries pour leur donner le moyen d'approvisionner la population matin et soir durant tout le mois de Ramadan et même après. Et nous avons toutes les quantités et les stocks nécessaires. Je rassure tout le monde pour ça. Et je parle en tant que directeur général de l'Office national. Exact. Voilà. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Bien. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci bien. Et beaucoup de réussite et du succès dans le combat que vous menez avec l'ensemble des acteurs du secteur qui, eux, œuvrent au bien de la population. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. On va parler de l'Agence nationale du changement climatique. D'ailleurs, le directeur général sera là. Il sera accompagné du chef de département des relations extérieures au Centre de développement des énergies renouvelables. Avec lui, on va parler d'un salon international de l'environnement et des énergies renouvelables. Ce sera dans quelques instants. Et ce sera juste après cette transition sur ces belles images d'Alger.
Allez, c'est parti après le lait. J'espère que le maximum de bonnes informations vous sont parvenues. Allez, cette fois-ci, on va parler d'un événement qui s'est passé à la fin de ce mois, de mars. Voilà. Mon plateau bouge un peu, vous savez, c'est un peu normal. Après la boucherie, c'est devenu une vraie catastrophe. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce matin, on se retrouve pour parler d'un événement donc, qui s'est déroulé les 28, 26 et 27 mars dernier. Dans le désordre, bien évidemment, c'est le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables. Pour en parler ce matin avec nous, Abdelrahman Bourkadoum, vous êtes directeur général de l'Agence nationale des changements climatiques. Bienvenue à vous. El Amin Kouadri Boujaltia, alors vous êtes chef de département des relations extérieures au Centre de développement des énergies renouvelables, le CDER. Bienvenue sur le plateau de la matinale. D'abord, messieurs, comment s'est passé ce salon ? Bonjour, je vous remercie tout d'abord pour votre invitation. Il faut savoir que sous le haut patronage du président de la République, le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables a organisé le premier salon international des énergies renouvelables et de l'environnement du 26 au 28 mars dernier à Alger, précisément dans le pavillon Al-Haka. Alors, l'invité de marque de ce salon était la République d'Allemagne fédérale. Oui. Et ce salon a été, l'objectif de ce salon était un carrefour d'échanges, d'expertise et de connaissances vis-à-vis de l'économie verte ainsi que des énergies renouvelables. À ce titre, il y a eu, en marge de ce salon aussi, il y a eu la présentation par notre ministère de la stratégie nationale de gestion intégrée des déchets, la stratégie nationale des énergies renouvelables et aussi d'autres programmes de conférences animés par des experts nationaux et internationaux. Il faut savoir aussi que ce salon a permis la participation de plusieurs pays, parmi eux la Finlande, la Chine, la Corée, ce qui a permis de mettre en place un partenariat algérien-étranger, puisque lors de la clôture de ce séminaire, Madame la ministre a annoncé qu'il y aura, Inch'Allah, un partenariat en nombre de 170 contrats qui ont été signés. Entre qui et qui ? Comment ? Entre qui et qui ? Alors, c'est les différents partenaires, algériens et étrangers. Alors, dans les énergies renouvelables, dans l'économie énergie, dans la gestion des déchets. Vous avez le détail des 170 contrats qui ont été paraphés et signés à l'occasion ? Oui, parce que ce travail-là, l'organisation de salon a été fait conjointement entre le ministère et la SAFEX. Oui. Il y a eu une étude à la clôture. On a pu estimer ce nombre. Il y a aussi dans la clôture de... Mais on a signé quel type de contrat ? Alors, c'est des partenariats. Alors, il y a eu un transfert de technologie, tout d'abord. Il y a eu aussi la mise en place de moyens de production d'innovation technologique vis-à-vis de la gestion des déchets, vis-à-vis des énergies renouvelables. Non, vous m'excuserez, mais je ne comprends pas grand-chose. C'est-à-dire que... Non, mais j'ai compris. Hein, pour quelqu'un qui est dans le domaine, j'imagine que vous êtes compris, c'est très très bien. Non, mais on a signé entre qui et qui ? Parce qu'on dit souvent, l'Algérie a signé avec la Corée du Sud un certain nombre de contrats, 210 dans le secteur de l'industrie. Mais entre qui et qui ? Est-ce le ministère qui va signer ? Est-ce des entreprises qui signent entre elles ? Là, alors, le transfert technologique. Je vais un petit peu éclairer, il n'y a pas de souci. Hein. Vous m'excuserez. Hein, non, pas du tout, c'est votre droit. Tout d'abord, c'est entre les entreprises algériennes, parce que notre ministère, il est là pour un petit peu mettre une base d'échange, de partenariat entre les différents experts. Ça, c'est le rôle du ministère. Mais la signature de contrat se fait entre partenaires algériens et étrangers. Je pourrais vous dire, à titre d'exemple, il y a eu la prochaine convention, celle de l'Agence nationale des déchets, avec des partenaires canadiens, français, à titre d'exemple. D'accord. Okay. C'est très bien. Bienvenue à vous. Ça me fait plaisir. Merci. Je comprends un peu mieux. Enfin, même si bon... Vous auriez dû venir au salon. Oui, ça c'est bien. Ça c'est comme l'histoire du journaliste qui fait une interview à un auteur
et le journaliste s'arrête un peu trop sur une problématique, et puis l'auteur lui dit, vous n'avez pas lu mon livre. Mais le problème, c'est que le journaliste a lu le livre. Mais qu'au bout d'un moment, il lui dit, oui, mais vous n'avez pas lu mon premier livre, datant de 1993, qui vous aurait permis de comprendre ce livre qui est sorti en 2018. 25 ans après, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est la première édition. Non, mais c'est très bien. Hein. Je voulais juste comprendre un peu entre qui et qui on a signé des contrats. Parce que vous avez parlé de transfert technologique. L'Algérie a souffert énormément de cela, parce que de tout temps et depuis une vingtaine d'années, des centaines, voire des milliers d'entreprises étrangères sont venues soit s'implanter, soit travailler sur des projets, soit intervenir sur des problématiques différentes, de plusieurs domaines différents, et je pense que vous savez de quoi je parle. Mais pendant ces longues années, on s'est fait carotte, excusez-moi du terme qui est très léger, mais qui résume bien la situation, au sens où des Français sont arrivés, ils ont installé des choses, mais il n'y a eu aucun transfert de savoir-faire, aucun transfert technologique. On nous a juste vissé le boîtier, et puis on est reparti, et puis on a dit, quand vous aurez besoin de quelque chose, vous nous rappelez, vous transférerez vos devises, et derrière, nous, on vous enverra des techniciens qui ne valent pas le niveau des vôtres, mais eux connaissent cette technologie. C'est pour ça que j'étais content de savoir qu'il y avait qu'aujourd'hui on signe des contrats de transfert technologique, qu'on signe tout ce bon nombre de bonnes choses, mais juste entre qui et qui et comment ça allait se faire. Voilà, il n'y a pas trop là. C'est pas un coup de gueule, hein, non, mais il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi un réalisme et une prise de conscience. Il faut savoir aussi qu'il y a un renforcement des capacités, c'est-à-dire la ressource humaine, pour la formation des ressources humaines, qui est un point qui a été concédé dans les différents contrats. Ça va ? Bien. On va laisser notre ami du centre de l'Agence nationale des changements climatiques se reposer un peu, parce qu'on va voir un reportage dans quelques instants. On va parler un peu du CDER. D'abord, comment ça va depuis oui, mais alors, je vais vous expliquer. Je connais bien le Centre de développement des énergies renouvelables et j'ai vu défiler sur ce plateau l'ensemble des responsables, des directeurs, ceux qui sont là encore, ceux qui sont partis, ceux qui ont marqué de leur empreinte ce CDER et d'autres qui vont sûrement le faire dans les prochaines années. Comment se porte aujourd'hui le CDER ? Le CDER active toujours dans son domaine principal qui est la recherche scientifique, donc la maîtrise technologique. Donc vous savez que le CDER, c'est un centre qui est établi ici à Alger, mais il a 3 unités à Tip Bazar, Ardaya et Adrar. Nous sommes un centre de 800 employés, dont environ 400 chercheurs. Ouais. Donc on active sur tous les domaines des énergies renouvelables, pratiquement. Donc à savoir le photovoltaïque, le thermique, l'éolien, la bioénergie et l'hydrogène. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup de projets. Sur ce salon, quel a été l'apport du CDER ? Bon, sur ce salon, c'est le CDER est là pour apporter son expertise. Notre travail on a plusieurs partenariats avec des acteurs locaux. Donc, on assure, par exemple, sur le plan formation, nous avons fait l'année dernière une formation pour le compte du ministère de l'Intérieur pour former les fameux Monsieur Énergie Renouvelable pour chaque wilaya. C'est les ingénieurs qui seront chargés de l'élaboration du programme Énergie Renouvelable au niveau local. Donc, nous avons accompagné ASCATM, donc l'entreprise chargée de réalisation des projets dans les énergies renouvelables, dans le plan de... Par exemple, sur la centrale pilote qui était dans Ardaya, donc l'évolution des performances de différentes technologies pour pouvoir juger donc, quelle est la technologie la mieux adaptée au climat algérien. Nous avons fait pareil pour le parc éolien de Adrar. Il y a beaucoup de projets. Nous avons sur le plan transfert de technologie, donc nous avons des partenariats avec des institutions internationales pour pouvoir bénéficier de leur expérience en la matière et pouvoir faire ce fameux transfert de technologie qui est un peu une utopie. Parce qu'on n'offre pas la technologie, on l'arrache en quelque sorte. C'est ça. C'est bien, il est réaliste. Bienvenue à vous. Merci. On va voir un reportage si vous le permettez. Alors c'est une de nos consoeurs qui, elle, a été suivre pour nous ce Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables. C'est Hasna Zouberi, 26, 27 et 28 mars dernier. Ça s'est passé à la SAFEX. C'était au pavillon Aragar et ça tombe bien. Voici les images.
Près de 100 opérateurs dans le secteur des énergies renouvelables et du recyclage ont pris part au premier salon international de l'environnement et des énergies renouvelables, tenu au Palais des Expositions Paix-Maritime. 3 jours durant, les participants entre experts et opérateurs ont pu discuter des dossiers ayant trait à l'environnement, au recyclage et à la valorisation des déchets. Nous avons plus de 500 hectares d'espace vert dans la wilaya de Blida, répartis sur 25 communes. À travers cette manifestation et les échanges d'expériences entre les participants, nous voulons créer de nouveaux espaces verts. Le développement de l'industrie se base principalement sur le recyclage des déchets, un marché prometteur qui pourra créer de nombreux postes d'emploi. Ce salon nous a permis de discuter la réalité et les défis de l'énergie solaire, une nouvelle technologie qui a beaucoup intéressé les communes, les entreprises privées ainsi que les agriculteurs. Le CIRA a enregistré plus de 8000 visiteurs, dont 2000 entre experts et spécialistes des questions environnementales. Il était question également de conclure des partenariats nationaux et internationaux. À travers cette première édition, nous voulons développer le secteur des énergies renouvelables. Il est impératif de mettre en place un plan permanent pour la gestion des déchets, visant à récupérer et valoriser ces déchets pour en faire une source d'énergie et un générateur de richesse et d'emplois. Le développement de cette activité ne peut se faire sans la contribution du secteur privé. De son côté, l'État poursuit sa guerre contre les déchets pour parvenir à une gestion intégrée des déchets ménagers, à même de créer une économie circulaire permettant un tri sélectif des déchets afin de les récupérer et les recycler sous forme de matières premières. Voilà, c'était donc Hassan Zouberi qui nous parlait donc de ce salon dans sa première édition. Ça s'est passé donc il y a quelques jours. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, donc Abdelrahman Boukadoum, directeur général de l'Agence nationale des changements climatiques, Monsieur El Amin Kouadri Poujaltia. Alors vous êtes chef département des relations extérieures au Centre de développement des énergies renouvelables, donc le CDER. Messieurs, merci encore d'être là. Alors, quels sont les dangers qui guettent l'Algérie en termes de changement climatique ? Alors, d'après le groupe Et commençons à ressentir déjà les changements climatiques. Exactement. Là, si vous voyez le petit citoyen, le fermier, le fellah, il va constater qu'il y a un chamboulement total dans les saisons. Ouais. Mais là, si on prend un zooming, d'après les experts intergouvernementaux, il y a un groupe d'experts qu'on appelle le GIEC. Ouais. Il a constaté que la Méditerranée, spécialement l'Algérie, est considérée comme un hotspot des changements climatiques. C'est-à-dire, à l'avenir, on aura... un laboratoire, c'est ça? Exactement. Puisqu'on aura une condensation de différents phénomènes, le stress hydrique, des ouragans, des vents, des sécheresses. C'est-à-dire qu'on aura un hotspot, c'est ça qu'on l'appelle, des effets sur le changement climatique en Algérie. C'est ça. Ah oui, quand même. Ah oui. Et ça va se ressentir surtout comment? Les premiers signes, enfin les premiers chamboulements que l'on vit actuellement. Alors, si vous constatez, il y aura chamboulement non seulement sur l'élévation de la température, puisque l'index considère l'Algérie comme un pays où la température va augmenter comparé à d'autres endroits. Il y aura du stress hydrique, il y aura moins de pluie. Il y aura même des inondations, la fréquence des inondations, on appelle ça phénomène extrême. Ouais. Mais aussi, on aura même au niveau du littoral une élévation du niveau de mer qui peut dégrader nos littoraux. C'est pour vous dire un petit peu que les changements climatiques sont là. Ah oui, quand même. Hein. Ah ben oui, certains experts vous le disent. Nous sommes la première génération qui est en train de voir les changements climatiques. Oui. Et entre parenthèses, nous sommes la dernière génération qui peut faire quelque chose pour qu'on arrête ça. Et que peut-on faire pour arrêter tout ça? Alors, l'Algérie, dans l'accord de Paris, a mis en place une contribution nationale déterminée. C'est-à-dire, chaque pays, comment il peut faire? L'Algérie n'est pas responsable des changements climatiques. Historiquement, nous avons 0,48 des émissions de gaz à effet de serre comparé avec d'autres. Mais nous sommes frappés plein fouet par les effets des changements climatiques. On doit s'adapter. Ouais. On doit s'adapter, il le faut.
pour les générations futures, mais aussi il faut qu'on ait la réduction des gaz à effet de serre, c'est-à-dire l'utilisation des moyens de transport, l'utilisation des énergies renouvelables à hauteur, parce que dans notre contribution, nous avons annoncé à l'horizon 2030 que la production d'énergie en Algérie sera à hauteur de 27% à partir des énergies renouvelables. D'accord. Dernière génération à pouvoir agir, c'est ça? Exactement. Alors pour monsieur et madame tout le monde, comment pourrait-on agir? Nous ne sommes pas à l'échelle gouvernement, nous ne sommes pas à l'échelle grand responsable pouvant changer le monde dans lequel on vit. Parlez-nous de citoyen, vous et moi à la maison, par exemple. Un citoyen, on considère un citoyen comme non seulement la croix, mais c'est le moteur de toute politique. Chacun peut faire, par exemple, je vous donne un exemple, faire des courses. Là, vous avez parlé hier, tout à l'heure, du marché de lait et tout. Ne pas prendre son véhicule et parcourir, parce qu'on a constaté, pour faire des achats, les gens prennent des véhicules pour parcourir. Vous savez combien de quantité c'est dégagé? C'est ça. Alors, je vous dis pas question de l'électricité, laisser allumer des... Il y a des choses... Vous connaissez l'île de Hedra? L'île de Hedra? Oui. Non. Oui. Non, c'est vrai ce que je raconte. C'est une île qui se trouve en Grèce. Vous savez que la Grèce est dotée de centaines de milliers de petites îles. Exactement. Et composée de cela d'ailleurs. La Grèce, c'est sa force aussi. Et il y a une île qui s'appelle l'île de Hedra, H-Y-D-R-A. Et c'est une île connue pour une chose, il n'y a pas de route de voiture. Et c'est pas une île sauvage. C'est-à-dire, imaginez, vous connaissez Azazga? Vous connaissez Azazga? C'est une île qui fait la taille de un peu plus que Azazga avec la même population. On est sur... Allez, bon, j'enlève cet exemple parce qu'il risque d'être erroné par la suite. C'est une île de près de 3000 habitants. Exactement. Avec des centaines de maisons, forcément 3000 habitants, on ne peut pas avoir 100 maisons pour 3000 habitants. Pour vous dire un petit peu, pour ne pas y aller un plus loin, nous avons au niveau de Raldaï une ville qui a eu même un trophée vis-à-vis des changements climatiques. C'est une ville pilote. Vous allez partir là-bas, les gens trient leurs déchets. C'est ça. Ils utilisent des moyens pour réduire, pour ne pas dire... Et c'est vrai. J'ai en plus Faiza Wadi qui me dit qu'elle a été d'ailleurs Faiza Wadi qui est à la préparation de l'émission, qui est la rédactrice de cette émission durant l'absence de Myriam Akak, que vous retrouverez d'ailleurs très prochainement. Mais juste, l'île de Hedra, pas de voiture, pas de vélo. Tout est transporté à dos d'âne. Sincèrement, tout ce que je vous raconte est vrai. On n'est pas d'usine, tout est approvisionné par bateau. C'est une ville de centenaires. Exactement. Parce que les gens marchent, ils font 2, 3, 4, 5, 6 km tous les jours. Allez-y, vous tapez sur Google, de toute façon maintenant avec Google vous retrouverez un peu de tout. Et vous retrouverez l'histoire de la ville de Hedra qui existe et qui est à visiter absolument si vous avez les moyens d'acheter une bouteille d'eau à 6 € aussi. Alors du coup, parlons un peu du CDER. C'est pas le mot de la fin mais le mot de la conclusion vous reviendra. Le CDER, le Centre de développement des énergies renouvelables, quels sont les défis qui nous attendent? Que doit-on encore développer? Pensez-vous qu'il existe une réelle volonté d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables hors hydrocarbures? Enfin, de toute façon, ça ne va pas ensemble. Bon, maintenant, on va dire, il y a une volonté, le programme des énergies renouvelables a été mis approuvé en 2011 et mis à jour en 2015. En 2015, donc, il vise 22 000 MW en énergie renouvelable, ce qui n'est pas négligeable. C'est plus que la capacité installée aujourd'hui en Algérie depuis l'indépendance. Donc aujourd'hui, on est à moins de 20 000 MW de tout parc, de toutes sources confondues. Donc en 2015, il y avait même un conseil des ministres qui a placé le programme des énergies renouvelables en place de priorité nationale. Après, il y a le déploiement sur le terrain. Donc le déploiement sur le terrain, donc aujourd'hui nous sommes sur 400 mégas. 400 mégas. La base réglementaire est liée en termes de texte, en termes de... Oui, parce que bon... Qui va permettre de fluidifier un peu l'action sur le terrain?
On va dire, il y a deux côtés. Donc, il y a le côté investissement dans grandes centrales. Donc ça dépend de programmes étatiques. C'est ça. Et il y a l'autre côté qui est investissement particulier. Et là, le principal frein, c'est le coût de l'énergie. Parce qu'on est dans une énergie, en Algérie, elle est fortement subventionnée à hauteur de 70%. Oui. Donc les gens ont envie d'installer des panneaux solaires chez eux, mais quand ils comparent avec la facture actuelle, la facture elle est salée. Mais c'est pas le prix du photovoltaïque qui est élevé, mais la subvention qui fausse le calcul. Si on est sur un prix réel, donc là, les énergies renouvelables deviennent de plus en plus compétitives. C'est ça. Le ministère a mis en place une commission interministérielle pour étudier pour mettre en place tous les mécanismes réglementaires et financiers pour pallier à cette insuffisance. Messieurs, je vous souhaite beaucoup de succès. J'espère vous revoir très prochainement. Inch'Allah. Vous êtes calme, vous êtes très très calme. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est très bien. Vous êtes d'un calme olympique. Alors avec nous ce matin, Monsieur Boukadoum Abdelrahman, rappelons que vous êtes directeur général de l'Agence nationale des changements climatiques. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir marqué cette première édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables qui s'est déroulé donc à la SAFEX les 26, 27 et 28 mars dernier. El Amin Kouadri Boujaltia, chef de département des relations extérieures au Centre de développement des énergies renouvelables, le CDER. Bonne chance messieurs. Merci. À d'autres succès. Merci. Et à très bientôt sur ce même plateau. Et on développera effectivement cette question sur la subvention de l'énergie ici en Algérie et le coût réel de l'énergie. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Alors du coup, nous on se retrouve dans quelques instants. Cette fois-ci, c'est le secteur du tourisme qui sera à l'honneur avec la préparation de la saison estivale, les nouvelles structures balnéaires également. Ça se passe avec Leila Cherfi, elle est responsable du partenariat et de la communication du groupe hôtelier Tourisme et Thermalisme, donc HTT. Ce sera juste après ce reportage sur Qalat Ben Hamad. C'est un site archéologique de Msila qui nous est présenté par Hassiba Abdallah ce matin. Allons-y. Nombreux à se rendre sur ce site archéologique, ce qui était auparavant la capitale des Berbères Hamadides, l'une des plus florissantes d'Afrique du Nord. Fondée à Msila en 1007 après Jésus-Christ par Hamed Ben Boulorin, après qu'il ait obtenu l'autorisation de son suzerain Badis, prince d'Irid d'Ifriqiya, la ville, et malgré le peu de vestiges qui en restent, charme toujours ses visiteurs. Qalat Ben Hamad est notre bouffée d'oxygène à Msila. C'est un monument archéologique qui devrait être mis en valeur au profit du secteur du tourisme. Le site a été classé patrimoine national en 1952 et a été classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en septembre 1980. Immortaliser l'instant avec une photo ou plutôt acheter un souvenir sur place, pour les nombreux visiteurs qui s'y rendent, chacun a une préférence. En tout cas, cela a bien inspiré Sofiane et Sheima, des photographes amateurs rencontrés sur place. Nous voulions avoir une photo représentative pour chaque région que nous visitions, dans le but de promouvoir le tourisme en Algérie. C'est un site touristique qui attire beaucoup de monde, pour que les gens viennent de loin, de Constantine ou de Betna, pour voir et avoir un souvenir de ce site. Cela témoigne de son importance en tant que patrimoine culturel de taille, et nous en sommes très fiers. Même si elle a subi les méfaits du temps, l'ancienne ville de Msila garde toujours son titre d'enchanteresse, une destination touristique par excellence. Qalat Ben Hamad Msila, donc raconté ce matin par notre consoeur, Madame Hassiba Abdallah. Voilà, allez, la matinale continue. En parlant de Qalat Ben Hamad, ce serait bien qu'on fasse un peu comme en Égypte ou comme en Grèce, un peu les grosses soirées avec la grosse lumière dans des sites comme ça, tout en les protégeant bien évidemment, mais pour les mettre au goût du jour, les faire connaître un peu plus et leur permettre de générer des financements qui vont leur permettre eux aussi de générer donc des financements qui vont servir à leur conservation. Ça, je le dis, et je pense que le message est passé. D'ailleurs, une conférence sera organisée. Tourisme et patrimoine, tourisme et culture, ça se fera lundi, ça se passera du côté de l'hôtel Lauracie. Ça tombe très bien. Parlons un peu de tourisme ce matin avec Leila Cherfi. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, responsable partenariat et communication du groupe HTT, donc hôtellerie, tourisme et thermalisme. Tout à fait. Alors, HTT, on en parle ce matin avec vous. Vous avez
entendu parler, j'imagine, de la conférence de lundi qui va se passer à l'hôtel Laurassi. On va parler donc et patrimoine, et tourisme, et culture. Ben oui, ce sont des éléments indissociables. On ne peut pas faire de tourisme sans faire un petit tour du côté du patrimoine ou du côté des traditions et tout ce qui est produit artisanaux, ça c'est clair. Hein. Et je l'ai dit et je le dis toujours, le tourisme, ce n'est pas que l'affaire du tourisme mahrez, mais c'est l'affaire de plusieurs secteurs. Voilà, donc, mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler plus précisément des activités du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme. Et ça tombe bien, les missions du groupe. Les missions. Écoutez, Mahrez, le groupe gère le portefeuille de l'État en matière d'action, tout ce qui est secteur public et hôtel public. Hein. Il dispose pour cela de 17 filiales. Alors, ces 17 filiales sont réparties à travers le territoire national, mais il y en a 7 qui sont concernés par la saison estivale 2018. Il en sera, je crois, question cette matinée avec vous, Mahrez. Donc, nous avons 7 filiales qui vont intervenir dans le programme de la saison estivale 2018. Alors, juste pour expliquer, peut-être avant d'aller sur les missions et avant de parler de la saison estivale, qu'est-ce que HTT en réalité ? Alors, comment fonctionne HTT? Que gère HTT en termes de parc aussi? Voilà, donc j'allais vous dire, hein, le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, il gère, je l'ai dit, les actions de l'État, le portefeuille de l'État dans le domaine hôtelier. Nous disposons de 70 unités, dont 9 stations thermales. Ces 70 unités sont réparties à travers 17 filiales. Et 7 filiales sont impliquées dans la saison estivale, Mahrez. Alors, la saison estivale, on en parle avec vous, préparation en cours. Va-t-on commencer plus tôt cette année ? On a commencé tôt l'année passée également, hein, donc les préparatifs se font dès le mois de février. D'ailleurs, on a commencé par des réunions avec les filiales concernées, des réunions de coordination. Il y en a une qui est programmée aussi la semaine prochaine pour pouvoir valider définitivement les programmes d'action et d'animation qui seront mis en place au niveau des stations balnéaires et pour pouvoir également approuver définitivement le plan d'action. Mais je dirais aussi une chose. Vous avez bien fait de me poser la question de savoir quel est le rôle du groupe Mahrez, parce que la vocation essentielle du groupe, ce n'est pas tellement l'animation, mais c'est justement la prestation hôtelière. Tout ce qui est hébergement, tout ce qui est restauration. Donc l'animation vient en appoint, en accompagnement de ces deux missions essentielles du groupe. Hein. Donc nous sommes des hôteliers, j'allais dire, mais il ne faut pas être que hôtelier pour réussir l'affaire du tourisme. Il faut aussi se pencher sur des activités d'animation, sur des activités, j'allais dire, qui permettent aux touristes de ne pas s'ennuyer au sein des stations balnéaires. Quelles sont les 7 filiales concernées par la saison estivale? Ah oui, alors vous avez le GT Centre avec l'hôtel Raïs, vous avez le GTS, le GT Annaba, vous avez également le GT Tipaza, le GT Sidi Frodj, et vous avez aussi le GT Les Andalous d'Oran. D'accord. C'est les 7 concernés par la Oui, par la alors saison. ces 7 concernés par la saison estivale totalisent donc les 14, il y a 14 stations balnéaires qui totalisent 2704 chambres, 779 bungalows et 128 appartements. Voilà la capacité du parc, j'allais dire, concerné par la saison estivale. On va placer cette saison estivale sous quel signe? Sous le signe de HTT Beach, sous le signe de la détente, sous le signe de la convivialité, de la villégiature, de détente, tout ce qui rappelle les vacances en fait. Ouais. Il y a du nouveau cette année? Je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'on a fait un peu l'année passée. J'ai bien suivi, oui. J'ai bien suivi. Nous avons été suivis effectivement par les médias. Nous avons essayé de créer une certaine ambiance au niveau des stations balnéaires qui relèvent du groupe. Nous allons tenter aussi cette année de faire un peu mieux parce que même si ça a marché, nous avons constaté qu'il y avait quand même quelques insuffisances et que ces insuffisances devaient être rattrapées sur le plan donc de la mise en œuvre, sur le plan organisationnel. Et nous allons passer vers cibler le plus de population possible. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les résidents qui viennent, qui sont là, mais il y a aussi les gens de passage, qui viennent passer une journée et puis repartir chez eux. Il faut pouvoir évaluer ces deux tranches et faire un programme qui permette à ces gens-là de ne pas venir uniquement pour manger et dormir, parce que ce n'est pas ça les vacances. Donc pour venir aussi faire des activités ludiques. Ces activités ludiques vont s'adresser à différentes tranches de citoyens, et j'allais dire d'estivants. Il y a d'abord les enfants en bas âge. On va élaborer un petit programme pour eux à l'intérieur des stations balnéaires. Il y aura aussi les jeunes, hein, les jeunes qui vont vouloir s'amuser, se dépenser, faire des activités sportives. Et il y a aussi le troisième âge, entre guillemets. Il va falloir leur proposer des activités pour leur permettre donc de profiter le plus possible de leurs vacances. En termes d'infrastructure,
y a-t-il du nouveau? On avait parlé de livraison d'une partie de la Corne d'Or pour 2017. Je vous rassure, c'est toujours d'actualité. Et la livraison surtout d'un des complexes, celui que je connais particulièrement, c'est le 7 de Tipaza. Tout à fait, Mahrez. On parle du retour du 7, qui était en rénovation fermée depuis quelques années. Alors oui, Mahrez, du retour du 7, mais du retour du 7 avec une image assez, j'allais dire... assez moderne, hein, parce qu'on a prévu à l'intérieur du 7 des activités. Donc il y aura une piscine naturelle alimentée d'eau de mer, vous aurez un petit port, vous aurez une forêt récréative et des chambres qui ont été totalement refaites et donc qui offrent toutes les commodités. Le 7 est prévu également pour la saison estivale 2018. Contrairement à ce qui a été annoncé, le 7 appartient toujours à HTT. Ah oui, oui, oui. Oui. C'est-à-dire qu'il fait partie toujours du parc hôtelier de l'Algérie. Oui, 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 je le confirme. Oui. Il fait toujours partie du parc hôtelier de l'Algérie. Parce que tout avait été dit et on avait évoqué un partenariat avec la Chine. Privé, avec la Chine, on avait évoqué certaines actions. Mais je vous rassure, même s'il y a un partenariat, ce sera peut-être au niveau du mode de gestion, pas au niveau de la propriété du 7. Le 7 reste propriété de l'État, c'est clair. C'est ça. Alors la saison estivale est en préparation. Peut-on annoncer déjà quelques dates phares? Vous avez parlé d'une réunion prochaine dans les prochains jours. Une réunion de coordination avec les 7 filiales concernées par la saison estivale. Et par la suite? Nous allons travailler sur l'inauguration officielle de la saison estivale. Ouais. Je ne vous donne pas encore la date parce qu'elle n'a pas été encore définitivement fixée. Donc il y aura une ouverture. On va marquer le démarrage de la saison estivale à travers l'organisation, peut-être, je dis bien, de concerts, donc pour marquer le démarrage de la saison estivale. Et puis, il y a aussi un aspect, peut-être, on n'en a pas parlé, mais je trouve qu'il mérite d'être évoqué cette matinée. C'est deux fonctions qui, à mon sens, sont essentielles au niveau des structures balnéaires, qui sont l'animation et l'accueil. Alors, si vous voulez réussir une saison estivale, il va falloir travailler sur le programme d'animation avec des animateurs qui sont formés, hein, et travailler sur l'accueil. Parce que la première impression que laisse l'accueil chez le touriste ou le visiteur est très importante pour la suite du séjour. C'est ça. Voilà. Alors, pour ça, on a tout un programme de formation qui est mis en marche au niveau du groupe. C'est un programme qui a été fait en partenariat avec le Fonds national de l'apprentissage pour la formation continue et qui concerne, je dis bien, près de 3300 employés du groupe. Ouais. Alors, la première et la deuxième étape de ce programme ont été achevées. La première étape concernait la formation de 109 maîtres d'apprentissage et la deuxième étape concernait la formation des directeurs des ressources humaines qui vont être chargés, eux, de l'élaboration du programme de formation des 3300 employés. Ces formations vont s'adresser aux métiers d'exploitation en premier lieu, donc c'est une priorité, parce que la prestation et la qualité de service joue un rôle fondamental dans la fidélisation, je dis bien la fidélisation de la clientèle. Si on veut faire du tourisme un axe de développement, il va falloir le développer d'une manière interne d'abord. Développer le tourisme interne, c'est un indice de bonne santé du tourisme international. Il faut que le touriste national soit satisfait de ce qu'il trouve et des prestations qu'il trouve au niveau des hôtels. Et c'est pour cela qu'on attache, le président directeur général du groupe attache une importance particulière à la formation dans le domaine du tourisme. Va-t-on faire appel à des extras durant cet été? Ah ben oui, certainement. Ouais. Des personnels extra. Je vous dis oui, je vous dis que oui, pourquoi? Parce que la vocation première, encore une fois, du groupe, ce n'est pas l'animation, mais c'est la prestation hôtelière. Ouais. Si on veut réussir l'animation, il y a des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne sait pas faire. Donc on fait appel. En termes de personnes, je ne parlais pas encore de ce volet. Il y a le volet animation qui va arriver juste après, parce que vous l'avez souligné il y a quelques instants. Moi, je parle du personnel. Parce que chaque année, on a été habitué à ces différentes sociétés qui engagent du personnel. Et on aura recours à des personnels saisonniers. Oui, c'est ça, des saisonniers. Oui, des saisonniers. Ouais. Donc, parce que le taux de fréquentation augmente. Voilà, le taux de fréquentation augmente. Pour renforcer les équipes présentes, on aura besoin effectivement d'un personnel d'appoint. Pour le partenariat public-privé, est-il envisagé cette année? Oui. En termes d'animation, hein. Oui, en termes d'animation, il est envisagé parce que, j'allais dire, la saison estivale, c'est une saison où il y a des événements. C'est de l'événementiel. Hein. À ce moment-là, si c'est de l'événementiel, il va falloir recourir à des boîtes qui sont spécialisées dans le domaine de l'événementiel. Et ça fait partie effectivement des axes de travail que le groupe compte développer. Quels sont les défis à venir pour HTT, ses filiales? Réconcilier. Écoutez, moi j'ai une idée fixe, et c'est l'idée, je crois, du président directeur général du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, c'est d'améliorer l'image et la qualité de la prestation hôtelière au niveau des structures relevant du groupe, et ainsi pouvoir fidéliser la clientèle, l'amener à fréquenter davantage nos structures, parce que je veux dire que on a tout ce qu'il faut.
La nature nous a dotés de tout ce qu'il faut pour avoir un tourisme de qualité, un tourisme qui est peut-être différent, mais tout aussi riche que ce qui se fait chez nos voisins. Voilà, donc je voulais le souligner et le marquer. Quelle est la question que j'aurais dû poser mais que je n'ai pas posée, mais à laquelle vous auriez souhaité répondre? Votre saison estivale sera certainement couronnée de succès. Je vous aurais dit oui, Mahrez, ne vous inquiétez pas. En tout cas. Je vous le souhaite. Merci. Merci d'avoir été avec nous, Leïla Charfi. Rappelons que vous êtes responsable du partenariat et de la communication du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, donc HTT. Et on a parlé aujourd'hui de la préparation de la saison estivale, des nouveautés du côté du groupe et de ses filiales, mais également des nouveaux complexes qui vont être livrés, même si on en a cité que quelques-uns. En plus, bien évidemment, de la formation du personnel et bien évidemment d'un programme d'animation qui ne sera tardé pour être annoncé dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Merci d'avoir été là. Merci, Marie. Interview un peu délicate parce que je connais bien le secteur et la question, sachant que j'avais travaillé déjà sur l'une des animations, et que c'était effectivement un métier extraordinaire, et je souhaite à tous ceux qui aiment être au contact du public et qui aiment travailler dans ce secteur-là de se donner à fond et surtout d'y croire jusqu'au bout. Voilà, c'est dit. Allez, camarades, nous on se retrouve dans quelques instants avec Hakim Keshroud. Lui, il va nous parler de l'actu sport. Il sera suivi par Maya Amrani juste après avec la mésothérapie. On en parle ce matin. Mais juste avant, cap sur un reportage dernier week-end avant la rentrée des enfants. Ça se passe à Riyad El Fath. C'est le coup de projecteur signé Lilia Benassa. Allons-y. Une ambiance bon enfant a caractérisé le dernier week-end de ses vacances de printemps à l'esplanade de Riyad El Fath. Petits et grands ont profité le temps d'un après-midi des différentes attractions de l'espace Cosmos. كدينا العطله كانت هكاك الشتاء وكاع ما ندمناش نخرجوا يسمى كي هذو اليامات صحى الحال وكاع خرجنا بروفيتينا. انا نسكن فوق القلاعه ماشي في الجي، جيت شغل عطله عند درماني، جيت خرجت هكايا زهر جينا لهنايا انا نستمتع بوقتنا. عندنا بزاف ما خرجناش في العطله، مالت اليوم بابا قال خرجوا كلنا رايحين الاغديس و في الطريق طاحت الشتاء، من بعد جينا رياض الفتح ولي فرحانه وعجبني الحال بزاف، ولعبت في جو تاع طوموبيلات ولعبت وكليت لي كلاص ودرت بزاف حاجات شابين. في العطله قالنا بابا بلي كل يوم نديكم لكاش بلاصه، ومن بعدك دانا الشريعه رحنا للشريعه شفنا الثلج، واليوم جينا رايحين واليوم رحنا مقام الشاهد ولعبت بزاف وفرحت وي رحت عند جداتي، ومن بعداتك رحت نحوف نفرح، ومن بعداتك رحنا الوهرة لعبنا شرينا، وبعد اليوم رحنا المقام الشاهد ولعبنا فرحنا كلينا درنا كلش. رحنا البجاية لعبنا بالثلج ورحنا كي رحنا نحن نلعبوا ونستمتعوا وعجبني الحال. اليوم جيت نلعب في مقام شاهد، عجبني الحال بزاف، لعبت تاع الطوموبيلات ودوكا نلعب هادية وعجبني الحال بزاف. باي باي. Un pur moment de détente et de divertissement dans un cadre convivial avant de reprendre les bons de l'école. Voilà, c'était Lilia Benassa qui a recueilli donc en fin de compte les avis des enfants sur ce dernier week-end avant la rentrée, et sur leurs sensations à être à l'El Fath, l'émotion ressentie. Bonjour Hakim Keshroud. Bonjour Mahrez, bonjour à toutes et à tous. Du sport avec la 21e édition du Tour d'Algérie de cyclisme, 4e étape, 170 km entre Tiaret et Qsar Boukhari. Eh oui, et c'est un Algérien qui la remporte, hein, donc c'est le jeune Youssef Reguigui qui s'empare donc de la première place de cette 4e étape courue sur 178 km en 3h34 minutes 17 secondes. Voici la Batiche qui suit ce tour pour nous, nous a préparé un petit sujet en ce qui concerne cette étape d'hier. Allons-y.
Bonne prestation des coureurs algériens lors de cette 4e étape. Le jeune cycliste sociétaire du UFC Blida, Mansouri Abderrahman, s'est distingué à récupérer le maillot jaune. Sur un parcours de plus de 178 km, le plus long et le plus rapide de cette compétition, de Tiaret à Qsr al-Bukhari. Dès l'entame de la course, quelques coureurs ont essayé de se détacher du groupe. L'opération n'a pas duré longtemps. Les 74 coureurs sont restés regroupés pendant les 35 premiers kilomètres. Une autre opération a été enregistrée près de la commune de Mehdia, où le coureur du club VIP Al-Bahraini, Ali Abdelkhadour, a réussi à franchir le premier point chaud représentant le premier sprint intermédiaire avec 1 minute d'écart sur son poursuivant. À la sortie de Mehdia, les coureurs ont eu beaucoup de difficultés avec le vent. Le groupe s'est divisé en 3 pelotons, à leur tête le maillot jaune et 25 autres coureurs pour être rattrapés plus tard par le groupe. Les 15 derniers kilomètres étaient très disputés entre les cyclistes. Et à l'entrée de Qsr al-Bukhari, Youssef Reguigui a franchi le premier la ligne d'arrivée avec un chrono de 3h34 minutes 17 secondes. La course, c'est très difficile aujourd'hui avec le vent et la température comme ça. Je suis très content pour la victoire et même pour le travail d'équipe. Alhamdulillah, on a au moins 2 victoires autour d'Algérie, surtout de l'Algérie. On va commencer pour ici gagner plusieurs étapes. Pour sa part, l'Algérien Hamza Yassine du GSP Club garde toujours le maillot vert et blanc. Voilà. Allez, voilà. Bravo aux 2 champions. Bah oui. Et ça, c'est pas fini encore, hein. Ça va aller jusqu'au 2, donc ça terminera du côté de Tizi Ouzou. Les participants du Tour d'Algérie 2018 vont entamer donc ce samedi la 5e étape du Tour, qui les emmènera de Médéa direction Bouéra sur une distance de 126 km 500, où ils auront une épreuve très très difficile au niveau du col de Ben Chicao, si vous connaissez. Ouais. Puis après, bon, ils auront des descentes sur 110 km. Voilà. Juste pour savoir, ils traversent les ralentisseurs? Bah oui. Ce qu'on appelait communément les dodanes. Bah pour les tours précédents, il n'y en avait pas. Ils avaient été retirés. Certains endroits. Et puis pour cette fois-ci, voilà, c'était pas prévu. Voilà. T'es en vélo, t'es un grand champion. Hop, dodane. Normal. C'est le Tour d'Algérie. Ah là là. Allez, oh là là. L'équipe nationale de foot des U20 jouera ce samedi son match face à la Tunisie. Éliminatoire de la CAN 2019. Eh oui, la CAN se déroulera bien sûr au Niger en 2019 et les jeunes poulains donc entameront ce soir ce périple donc africain avec ce premier match aller face à l'équipe tunisienne. La manche retour, elle, aura lieu le 7 avril prochain à Tunis. La rencontre se déroulera donc cet après-midi au stade du 20 août 55 et une rencontre que vous pourrez suivre bien sûr sur les chaînes de la télévision algérienne, à savoir ce sera en direct sur la chaîne nationale et bien sûr la chaîne Amazir. Ce sera à partir de 18h, cette rencontre entre l'Algérie et la Tunisie. Et on jouera également pour le compte de la Ligue 2 ce samedi, 8 rencontres au programme. Alors tout d'abord, je donnerai d'abord les résultats de la Ligue 1 très rapidement. Hier, on a joué pour le compte de la 24e journée. Voilà, non, il n'y a pas de souci. On a joué hier pour le compte de la 24e journée. 5 matchs étaient au programme. Le Shabab Riadi de Belouizdad s'est imposé sur le score d'1-0 face à l'USMA d'Alger. L'US Biskra a été tenu en échec à domicile, 1 but partout par l'AGS Kabylie qui souffle un petit peu, qui s'éloigne petitement de cette zone rouge des relégable, même s'il reste 13e. Le Defak Tajnan s'est imposé face à la GS Saoura 2-0. L'USM Belabès a été battu à domicile par le Nasr Hussein Dey sur le score d'1-0. Vous allez voir comme il est beau ce but du Nasr Hussein Dey, reprise instantanée. Et puis le Mouloudia d'Alger au stade du 5 juillet qui cartonne face à Blida sur le score de 4-0. Cet après-midi, 3 matchs sont au programme. Dans un stade pratiquement vide. Quoi. Ah voilà, donc à Belabès, c'était vide hier après-midi. Ouais. Et puis donc cet après-midi, 3 matchs sont au programme. L'Olympique de Médéa
qui accueillera le CS Constantine. L'USM Al-Harrach accueillera le Paradou Athletic Club et l'entente de Sétif affrontera le MC Oran, un match que vous pourrez suivre en direct sur Canal Algérie et sur la chaîne A3. On rappelle qu'au classement, le CS Constantine est en tête avec 45 points, suivi du MC Oran, deuxième avec 41 points, troisième le Mouloudia d'Alger, 40 points. Au bas du classement, Biskra est 14e avec 23 points, l'USM Al-Harrach 15e avec 21 points et l'USM Blida, bon dernier, avec seulement 18 points. En Ligue 2, on jouera cet après-midi pour le compte de la 24e journée, vous l'avez dit, Mahrez, avec de très très belles affiches. Le Mob de Béjaïa qui affrontera le Shabab Riyadi d'Ain Fekroun. L'Amal Boussaada sera face au Wydad de Tlemcen. Le Cap de Borj Bouharir accueillera le Ralia de Mascara. Le Cap de Betna, RC Kouba. L'Azmo d'Oran sera face à la GSM Béjaïa. Le Mouloudia Saïda El Mlila, GSM Skikda Aïsouchlef. Et puis enfin, Mouloudia Del Alma face au RC Relizen au classement provisoire. Ain Mlila toujours en tête en compagnie de la GSM Béjaïa avec 45 points, suivi du Mob de Béjaïa 3e avec 43 points au bas du classement. Et Ain Fekroun est 14e avec 22 points en compagnie du Ralia de Mascara 15e. Bon dernier, le Cap de Betna avec seulement 19 points. C'est bien. C'est bien, continue, parce que je suis en train de régler. Je continue, je continue avec le volleyball, championnat d'Afrique, donc des clubs victoire de l'OMK El Milia. Les volleyeurs algériens de l'OMK Milia se sont imposés devant leur homologue camerounais de Port par 3-7-1, 23-25, 25-19, 25-21 et 25-20 en match comptant pour la 4e journée du groupe D du championnat d'Afrique des clubs, disputé donc hier au Caire en Égypte. Au classement, l'équipe de l'OMK Milia est 3e au classement avec seulement 6 points. C'est El Djish qui sont premiers avec 12 points et le GSU, club du Kenya, qui sont deuxièmes. On rappelle que seules 2 équipes se qualifieront au prochain tour pour chaque groupe. Et la boxe avec la Coupe d'Algérie militaire dominée par la 5e région. Eh oui, c'est les pugilistes de la 5e région militaire qui ont remporté hier à Béjaïa la Coupe d'Algérie militaire de boxe après 5 jours de compétition en réussissant à placer 5 boxeurs en finale et gagner 4 médailles. La 2e place est revenue à la 1re région militaire qui a décroché 3 médailles avec 3 compétiteurs en finale et laissant la 3e place aux athlètes du commandement de la garde républicaine qui eux ont remporté 2 médailles et réussi à placer en finale 3 boxeurs. Et on finit avec la Coupe d'Algérie toujours, mais cette fois-ci de Vietnam Viet Vodao, l'AS Sûreté Nationale qui remporte la 16e édition. Et c'était hier donc à la salle Harsha Hassan, c'était en direct sur Canal Algérie pour ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre. C'est l'AS Sûreté Nationale qui a remporté cette 16e édition de la Coupe d'Algérie de Vietnam Viet Vodao en s'adjugeant un total de 18 médailles, 14 en or, 1 en argent, 3 en bronze à l'issue des finales disputées. Donc hier à la salle Harsha, la 2e place du classement est revenue à l'Olympique de Bourouba avec 12 médailles. 6 en or, 3 en argent, 3 en bronze, alors que la 3e place du podium a été prise par l'avenir de Oued Samar avec seulement 3 médailles, 1 en or, 2 en argent. De son côté, le président de la Fédération algérienne de la discipline, Mohamed Joued, a estimé qu'un travail de base a été réalisé au sein des clubs permettant l'émergence de nouveaux champions et l'évolution de la discipline en Algérie. Merci à vous. C'est moi. À demain. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Maya Amrani et son invité Dalila Wali. Elle est médecin, on va parler de mésothérapie. Mais juste avant, reportage de Maya Amrani de 7 minutes 25. C'est un court-métrage sur la mésothérapie, antidouleur et anti. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, ouais. C'est parti avec elle, on se retrouve juste après. C'est de la mésothérapie pour les cheveux. Oui. Et donc, je voudrais bien voir la technique. Parce que j'ai déjà une patiente qui va passer tout à l'heure pour la chute de cheveux, une autre pour une mésodouleur. Ah, donc, très si bien. ça t'intéresse, tu restes avec nous. Voilà, je vais et puis vous tu vas suivre. voir comment ça se passe, d'accord? Voilà, je vais vous suivre. Très bien, je parfait. suis Alors, la spectatrice. très bien, allez, entrez, je vais vous recevoir. Pour en savoir plus sur la mésothérapie antidouleur et anti-chute des cheveux, le docteur Wali Dalila, spécialiste en médecine esthétique, nous explique. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, comment ça va? Vous allez mieux? Ça va, merci. Ça va? Ça va, Alors, merci. comment on se sent aujourd'hui? Je me sens bien. Ça va? Mieux qu'avant, bien sûr. Où est-ce qu'elle est la canne? Ah, ça y est, je l'ai laissé. Où ça, à la maison? Oui. Donc, on est à la 3e séance. La 3e. Eh bien, alhamdoulilah. Tu Merci, dors? Très bien, je dors bien. Il n'y a plus de Je douleur? monte les escaliers, j'ai pas de douleur. Du tout. Là, il y a plus, oui. Et aujourd'hui, c'est la 4e. Aujourd'hui, c'est la 4e. Et tu as ramené la calcitonin?
Non, oui, je vais ramener. Ah ben voilà, très bien. Donc il faut qu'on injecte aujourd'hui pour renforcer un petit peu la calcitonie. D'accord. Donc tu arrives à dormir, tu marches mieux, tu montes l'escalier. Toutes les tâches, tu arrives maintenant, tu bouges mieux. Est-ce que quand tu te lèves le matin, est-ce qu'il y a toujours une douleur matinale ou pas? Non. Même pas la rigueur matinale? Tu te lèves, il n'y a plus, ça coince plus le matin? Je suis bloquée, je ne sais pas. Maintenant, je suis très surtout bien. La douleur, surtout. Non, elle a disparu. Donc on ne fait plus l'intervention. Alors vous allez faire Je sais, la oui. chirurgie. Non, Mais ça on peut pas. avec la mésothérapie. Non, Pourquoi c'est pas parce la que chirurgie? c'était pas de l'arthrose que vous avez, c'était pas de l'arthrose. On opère quand c'est de l'arthrose avancée, quand c'est de la gonarthrose, quand le cartilage, il n'y a plus de cartilage. Or, dans votre cas, c'est de l'ostéopénie, c'est-à-dire il y a une fragilisation de l'os, une déminéralisation de l'os. Qu'est-ce qu'on va faire avec la méso? On va nourrir cet os, on va lui donner des vitamines, on va des fois enlever la douleur, des fois utiliser de la calcitonine de saumon pour nourrir. Si c'était de la gonarthrose, on arrive à l'intervention, mais ce n'est pas de la gonarthrose. Pourquoi vous opérez pour rien du tout donc? Madame Ouchérif Fadela souffrait de son genou et ne pouvait même plus marcher. Elle a retrouvé la joie de vivre, le sourire après seulement 3 séances. On va chauffer un petit peu comme d'habitude pour essayer de détendre un peu les muscles. Ça va, ça ira. Ça va? Tu dois enlever même la genouillère. Tout. Mais la genouillère, garde-la encore un petit peu. D'accord? Il ne faut pas, tu as enlevé la canne, c'est bien, mais garde un petit peu la genouillère jusqu'à ce qu'on termine le traitement, d'accord? Voilà. Toujours, on est dans la nutrition de l'articulation, d'accord? Ici, relâchez-vous. Vous avez quelques bleus ici, mais c'est pas grave, ça va partir. C'est des bleus. Je vous en prie, voilà. Détendez-vous, détendez-vous. Voilà. Parfait. Ce point douloureux. Ça fait pas mal? Non. Non, ça fait pas mal parce que c'est intra-épidermique. Hein. On ne va pas vers l'os, donc on nourrit. C'est intra-épidermique. L'aiguille ne pénètre pas. Non, non, c'est une petite aiguille, donc voilà. C'est à 4 mm, c'est rien du tout. Mais quand même, avec la chaleur, ça diffuse. D'accord. Essaye de plier la jambe. Encore une fois. Voilà. Vas-y. Voilà. Ouais, encore. Voilà. C'est pas limité maintenant. Voilà. Alors, le mouvement était très limité. Voilà, c'est ça. Parfait. Je vais vous mettre le plateau de LED, de photothérapie, qui va beaucoup vous aider. Et on se voit dans 15 jours. D'accord. C'est bon, si tout va bien. Mais si vous avez mal, vous pouvez toujours appeler pour venir. S'il y a de la douleur, sinon dans 15 jours, d'accord? C'est le plateau infrarouge qui va stimuler les cellules osseuses maintenant. Cette fois-ci, elle est plus profonde celle-là. L'autre, c'était pour le collagène, maintenant c'est pour l'os carrément. C'est pour aller renforcer l'os, d'accord? Voilà. Et elle va rien ressentir, il n'y a pas de chaleur parce que c'est un laser froid. C'est toujours, on est dans la LED. Mais c'est une autre couleur. Voilà, donc il faut l'ajuster. Et elle ne ressent rien, elle. Voilà, on va continuer. C'est comme si le mode de vie a changé grâce au docteur. Que je remercie infiniment. C'est avec plaisir. Voilà, c'était donc Maya Amrani. On a parlé de mésothérapie, de lutte contre la douleur, c'est ça? Voilà. Oui. Bonjour en tout cas. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et Bonjour. évidemment, la mésothérapie qui fait quand même pas mal de miracles, puisque cette dame, on en a profité, elle se trouvait dans le cabinet du docteur Wali Delila, spécialiste en médecine esthétique. Et évidemment, la mésothérapie, c'est pas très connu et pourtant ça dure depuis des années. On a commencé par l'antidouleur, ensuite l'amincissement, ça a été aussi l'antichute, le rajeunissement en fait. Et donc toutes ces étapes, maintenant on est arrivé à l'antichute. En ce moment, tout le monde perd ses cheveux. Or c'est la parure de la femme et de l'homme. Ah bah oui, et c'est des saisons, c'est aussi la prise de médicaments, c'est aussi des maladies, c'est aussi dû au stress, beaucoup. Et vous allez donc, docteur, nous raconter, nous expliquer ce que c'est que la mésothérapie dans tous ces domaines. Alors, la mésothérapie, premièrement, il faut savoir que c'est un acte thérapeutique. Ce n'est pas une spécialité, d'accord? Donc, tous les médecins qui sont formés à faire de la mésothérapie, que ce soit des médecins généralistes, des dermatologues, des rhumatologues, et enfin des médecins esthétiques, pratiquent de la mésothérapie. Donc, c'est une technique de pointe qu'il faut connaître. Et elle est méconnue par le grand public parce qu'ils font l'amalgame entre la mésothérapie et l'acupuncture. Comme il s'agit des aiguilles, tout à fait. Voilà, mais cette fois-ci, la mésothérapie, ce sont des produits qu'on injecte
Donc à des doses bien précises, à des endroits bien précis. C'est un cocktail. C'est un cocktail de traitement, donc de médicaments qu'on dose. Donc ce n'est pas du tout de l'acupuncture, donc c'est pas des aiguilles. Tout à fait ça. On injecte des produits, donc il faut savoir qu'on peut traiter pas mal de pathologies avec la mésothérapie, soit des pathologies aiguës, soit des pathologies généralement chroniques, quand les malades, ils en ont ras-le-bol de prendre certains médicaments, ou bien ils ont des gastrites chroniques, ils ont beaucoup de médicaments à prendre, les diabétiques, les cardiovasculaires. Pour limiter les dégâts sur l'estomac, on va faire la mésothérapie pour ne pas donner les anti-inflammatoires. Surtout les antidouleurs, c'est généralement des anti-inflammatoires qui sont mal tolérés au niveau de l'estomac. Tout à fait, pour quelqu'un de colitique ou quelqu'un qui a un problème d'estomac. Donc c'est des médicaments qui ne passent pas par le sang, donc c'est un cocktail qu'on injecte à l'endroit qui souffre, donc localement. Donc on apporte la mésothérapie à l'endroit local, en souffrance. D'accord. Alors là, on a vu donc, le traitement antidouleur. Le genou. Oui. Voilà. Là, on a vu l'antidouleur. Oui. C'est spécial, c'est un cocktail avec d'autres produits, tout à fait. Bien sûr. Et là, on va regarder, on va surtout s'intéresser à l'anti-chute, qui est un problème vraiment assez important pour tout le monde. On va vous regarder faire déjà à travers le sujet et le reportage. Voilà. Et c'est parti avec elle, Maya Avrani. Quant à la mésothérapie capillaire, elle consiste à injecter dans le cuir chevelu des principes actifs qui améliorent et stimulent la repousse. Elle agit en véritable booster biologique. Alors vous êtes venu pour la chute de cheveux. Oui, c'est ça? Oui. Voilà, donc ça tombe beaucoup? Beaucoup, oui. Parce que ça, c'est normal, hein? Mais si c'est ça, c'est normal. Mais tu trouves quand même la chute, Ça marche, oui, un peu plus. Et quand tu te lèves aussi... Je me lève, la brosse. Quand elle les lave. Quand je les lave, oui, voilà. Oui. À la preuve. Voilà, oui. Tu sens quand même qu'il y a toujours de la chute. À l'année, à longueur d'année. À la longueur d'année. Très bien, parfait. Donc on va faire de la mésothérapie. Mésothérapie. Pas de troubles hormonaux, c'est ça. Donc vous êtes bien réglé. Régime yo-yo, c'est ça. Vous avez fait des régimes yo-yo. Voilà, peut-être un manque de vitamines. Parce qu'il y a des régimes, des fois, draconiens. Donc allongez-vous. Donc la mésothérapie, c'est juste injecter ce qu'il faut. Une petite quantité qui va passer dans le cuir chevelu. Alors c'est le conjonctile qui va favoriser, qui va freiner la chute de cheveux. C'est du point par point, c'est pas douloureux du tout. Donc on va essayer de piquer légèrement tout au long du cuir chevelu. Ça fait mal? Non, du tout. Ça va? Tu ressens des petits picotements. Parce que ce qui est dû à la vitamine C qui est acide. Sinon on ressent rien du tout. Il y a des petites repousses, mais qui n'arrivent pas à sortir de l'intérieur. Donc on va stimuler, une stimulation locale, au lieu de prendre les médicaments par voie orale. Si avec la mésothérapie on a réglé le problème, c'est très bien. Si je vois qu'il y a toujours de la chute, je peux vous proposer de faire une séance de PRP. Donc du plasma riche en plaquettes, parce que c'est des facteurs de croissance aussi. Je vais te mettre sous lumière maintenant, sous LED, d'accord? Comme c'est la première fois, tu vas avoir de la lumière très forte, d'accord? Elle est éblouissante, mais elle ne brûle pas. C'est un laser froid, d'accord? Il ne faut pas t'inquiéter, ok? Voilà, je suis à côté. Et si tu as la sensation d'être étouffé, tu me le dis, d'accord? Voilà. Les résultats de la mésothérapie sont immédiats et le patient peut être soulagé et constater une amélioration dès la première séance. Et hop! C'est bien, non? Oh, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est vraiment, même l'alopécie est traitée aussi. Bah oui, on fait beaucoup de choses oui. avec la... C'est un
motif de consultation qui était fréquent, la chute de cheveux, surtout chez les jeunes filles qui font beaucoup de régime yo-yo. La première partie qui prend le coup, c'est la peau, et le cheveu, c'est la même chose. Donc il y a les cheveux, évidemment. Donc parce que elles prennent pas trop de fruits, donc elles manquent une mauvaise alimentation. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait en mésothérapie? On restaure ces nutriments pour le cheveu, pour le fortifier et pour qu'on freine la chute de cheveux. Et quand ça ne vient pas, on arrive carrément à injecter les plaquettes riches en plasma, donc ce qu'on appelle le fameux PRP, associé à la photothérapie. Donc la photothérapie, c'est un laser, donc froid, donc c'est une longueur d'onde qui va générer une chaleur qui est capable d'aller stimuler les fibres de collagène et les fibres d'élastine. Donc il y a une production cellulaire. Donc vraiment, c'est une association de techniques. Il faut avoir tout ce plateau pour pouvoir avoir des résultats. Alors, LED et mésothérapie. La mésothérapie, c'est une excellente association pour avoir une repousse du cheveu. Et pour avoir un résultat beaucoup plus conséquent, il faut 4 séances à intervalle d'une semaine à 10 jours. Après, on passe à 15 jours et puis une séance tous les mois pendant 6 mois. Et qu'est-ce que le PRP en fait? Le PRP, c'est les plaquettes riches en plasma. Donc, c'est le plasma riche en plaquettes plutôt. Donc, on va faire un prélèvement dans un laboratoire qui est à côté. Il va nous donner juste le plasma, le liquide, ou bien les globules rouges et les bleus. Donc, on enlève les bleus. Et on injecte avec de la mésothérapie plus la photothérapie. Donc, il faut un laboratoire à côté pour faire ça. Et ça donne d'excellents résultats. Une séance, des fois, ça suffit largement pour quand c'est une chute minime. Mais quand il s'agit d'une calvitie ou bien d'une pelade, il faut faire 2-3 traitements à intervalle de 1 mois à 2 mois. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci Dr Wali. Merci Maya Amrani. À la semaine prochaine. Nous, on finit avec une expo de Youssef Hafid. Alors, elle se déroule du côté des ateliers Bouffées d'Art. Ça se passe aujourd'hui, le vernissage. L'exposition se déroulera jusqu'au 28 avril prochain. La voici, la voilà. C'est l'expo à ne pas manquer. En tout cas, c'est une galerie d'art qui a l'immense plaisir de vous convier à la vente dédicace de l'artisan peintre Youssef Hafid. Et il y aura aujourd'hui un cocktail pour l'inauguration. Ça se passe à 15h. Voilà. Et c'est à Benaknoun, c'est aux 2 bassins à Sahraoui. Voilà. Crédit ? C'est joli ça. Je vous offre. Merci, c'est gentil. Bonne expo. Merci.